Une odeur étrange flottait ce midi-là dans la cantine de l'école primaire Jean Massé, au cœur du 7e arrondissement de Lyon. Un parfum âcre, difficile à définir, mêlant le plastique chauffé, la sauce tomate et quelque chose d'un peu métallique. Au début, personne n'y prêta vraiment attention. Le service battait son plein, les enfants riaient, les plateaux s'entrechoquaient. Puis, soudain, les rires cessèrent. À une table près de la baie vitrée, un petit garçon de 9 ans se mit à tousser violemment, la main crispée sur sa gorge. Ses camarades éclatèrent d'abord de rire, croyant à une mauvaise blague. Mais quand il s'effondra sur le carrelage, les rires se figèrent. Une fillette à ses côtés laissa tomber sa cuillère. D'autres commencèrent à se plaindre de maux de ventre, de vertige. En moins de 5 minutes, 6 enfants furent pris de convulsions. La panique gagna la salle. Les surveillantes crièrent, appelèrent du renfort. Des assiettes volèrent, des verres se renversèrent. L'odeur devint plus forte encore, âcre, chimique. Une cuisinière, le visage livide, se précipita vers la sortie, appelant le directeur. « Il faut prévenir les secours, quelque chose ne va pas !» À l'extérieur, les sirènes commencèrent déjà à hurler. Les pompiers arrivèrent à 12h42, suivis de près par le SAMU. Des dizaines d'enfants furent évacués dans la cour, certains tremblants, d'autres en larmes. Les parents, alertés par téléphone, se ruèrent vers l'école, bloquant la rue. Les secours tentaient de réanimer les 6 victimes principales, allongées sur des couvertures de survie dorées. 2 d'entre elles avaient perdu connaissance. Une mère, arrivée en courant, s'effondra à genoux près de son fils, criant son prénom dans un souffle brisé. À l'intérieur, les enquêteurs prenaient déjà des photos. Les plats du jour furent immédiatement saisis. Lasagne, salade verte, yaourt à la fraise. Un médecin urgentiste murmura « Ce n'est pas une intoxication alimentaire banale ». Les symptômes, rapides et violents, évoquaient un agent chimique ou un poison concentré. En quelques minutes, la cantine de quartier venait de devenir une scène de crime. Dans l'après-midi, la préfecture publia un communiqué prudent. 6 élèves de l'école Jean Massé ont été hospitalisés dans un état préoccupant. Une enquête est ouverte pour déterminer l'origine de l'incident. Mais à Lyon, la rumeur courait déjà. Quelqu'un aurait empoisonné la cantine. Les mots circulaient plus vite que les faits, nourris par la peur. Devant l'hôpital Édouard Herriot, les journalistes affluaient. Le soir, les visages des enfants passaient déjà à la télévision, floutés mais reconnaissables. Une ville entière retenait son souffle. Les jours suivants, l'incompréhension domina. Les analyses préliminaires révélèrent la présence d'un produit toxique dans un lot de sauce tomate, une molécule issue d'un pesticide interdit depuis plusieurs années. Mais comment ce produit avait-il pu se retrouver dans un repas scolaire? Erreur de fabrication, contamination accidentelle ou acte volontaire? Les enquêteurs de la brigade criminelle furent saisis du dossier. Une cellule spéciale fut créée. Opération Cantine. Le chef de la brigade, le commandant Valette, un homme calme aux cheveux poivre et sel, se souvenait du chaos de ce jour-là. Quand je suis arrivé, racontera-t-il plus tard, on aurait dit une zone sinistrée. Des chaussures d'enfants partout, des plateaux renversés, et cette odeur impossible à oublier. Dès le départ, Valette comprit que l'affaire allait être délicate. Si l'empoisonnement était intentionnel, il s'agissait d'un acte d'une cruauté absolue. Les inspecteurs interrogèrent d'abord le personnel, les cuisinières, les agents de service, le fournisseur. Aucune anomalie dans la livraison du matin. La barquette de sauce tomate provenait d'un lot industriel, distribué à d'autres établissements sans incident. Les analyses sur place révélèrent cependant des résidus d'un produit agricole hautement concentré, mélangé après cuisson. Autrement dit, quelqu'un aurait pu intervenir après la préparation. Le scénario glaçait le sang. Un individu aurait profité du moment où la cuisine était vide pour verser le poison dans la sauce juste avant le service. Mais qui? Les caméras de surveillance de l'école étaient hors service depuis 2 semaines, à cause de travaux électriques. Aucun témoin n'avait remarqué de présence suspecte. Les enquêteurs se tournaient désormais vers le personnel, cherchant une faille, un conflit, une rancune. Dans la petite salle des professeurs, la tension était palpable. Beaucoup craignaient d'être accusés à tort. Une employée, en pleurs, affirma qu'elle avait vu une silhouette rôder près du local technique, vers 11h30. Un homme grand, manteau sombre, qu'elle ne connaissait pas. Mais aucun détail précis ne permit de l'identifier. La police lança un appel à témoins. Les parents, eux, exigeaient des réponses. Comment protéger leurs enfants? Pourquoi une école pouvait-elle être la cible d'un tel acte? Au fil des jours, les médecins parvinrent à stabiliser l'état des 6 enfants. 2 restaient dans le coma, sous surveillance. Le moindre signe d'amélioration était vécu comme une victoire.
Les Lyonnais déposaient des fleurs et des dessins devant l'école. Une solidarité silencieuse, bouleversante. Mais derrière la compassion, la peur persistait. Tant que le responsable n'était pas identifié, personne ne se sentait en sécurité. Le commandant Valette réunit son équipe un matin dans la brigade de Perrache. Sur le tableau blanc, une phrase tracée en capitale. Acte volontaire? Sous la question, plusieurs hypothèses. Vengeance d'un parent, ancien employé, sabotage industriel, acte isolé. Les enquêteurs savaient qu'ils devaient aller vite. Chaque jour sans réponse accentuait la panique. Ils commencèrent à examiner les profils de toutes les personnes ayant eu accès à la cuisine, employés municipaux, livreurs, techniciens. Une liste de 22 noms fut dressée. Parmi eux, un nom ressortit. Damien Roche, technicien de maintenance, passé ce matin-là pour réparer un robinet défectueux. Selon le registre d'entrée, il était resté 37 minutes sur place. Pourtant, il affirma n'avoir croisé personne dans la cuisine. Son alibi semblait flou, et certains collègues le décrivaient comme instable depuis la mort récente de son fils. Les enquêteurs notèrent à vérifier. Un détail, minuscule, allait pourtant relancer toute l'affaire. Sur le rebord d'une fenêtre donnant sur la cour, un gant de latex avait été retrouvé, collé à une trace de sauce. Les analyses ADN confirmèrent de bientôt qu'il appartenait à un homme. Mais impossible de dire s'il s'agissait du coupable ou d'un simple membre du personnel. Les enquêteurs avançaient à tâtons entre certitudes scientifiques et pistes humaines fragiles. Pendant ce temps, la presse se déchaînait. Les unes parlaient d'empoisonneurs de la cantine. Les talk-shows débattaient de la sécurité alimentaire, de la folie de notre époque, du malaise social. Pour les familles, ces discussions médiatiques étaient une blessure de plus. Le maire de Lyon organisa une conférence de presse. Devant les caméras, il annonça la suspension temporaire de tous les repas servis par le prestataire concerné. « Nous devons rétablir la confiance », déclara-t-il d'un ton grave. Mais dans les quartiers populaires, la méfiance s'installait. Certains parents refusaient désormais que leurs enfants mangent à la cantine. L'école, symbole d'innocence, venait de perdre une part de son insouciance. Un soir, dans son bureau, le commandant Valette relisait les rapports en silence. Il savait qu'un poison ne tombe pas du ciel. Quelqu'un, quelque part, avait voulu faire du mal. Mais pourquoi s'en prendre à des enfants? Quel sens pouvait avoir un tel geste? Ses yeux s'arrêtèrent sur une ligne du rapport. Résidus retrouvés identiques à ceux utilisés dans un jardin communautaire voisin. Un lieu ouvert, accessible à tous, situé à moins de 200 mètres de l'école. Ce fut le début d'une piste inattendue qui allait bientôt bouleverser tout le cours de l'enquête. Le quartier Jean Massé, dans le 7e arrondissement de Lyon, n'a rien d'un décor de tragédie. Le matin, les rues sont rythmées par le bruit des trams, les vélos qui filent sur les pistes, les parents qui traînent leurs enfants par la main en direction de l'école. Une vie de quartier simple, animée, mêlant familles modestes et nouveaux habitants venus chercher ici une vie plus calme, plus accessible que sur la presqu'île voisine. Au coin de la rue, la boulangerie diffuse l'odeur sucrée des croissants chauds, les bancs publics se remplissent à la pause déjeuner. Tout semble ordinaire. Et c'est justement cette ordinarité qui rendra le drame d'autant plus incompréhensible. L'école primaire Jean Massé se dresse derrière une grille verte, flanquée d'un petit préau et d'une cour rectangulaire. Un établissement comme tant d'autres, une soixantaine d'élèves par niveau, une dizaine d'enseignants, quelques agents municipaux. Chaque jour, la cantine accueille environ 150 enfants. La cuisine, attenante à la salle de restauration, est équipée de matériel moderne. Et les repas sont livrés par un prestataire privé de la région lyonnaise. Le service se fait à la chaîne, sous la supervision de la responsable de cantine, Madame Pelletier, une femme énergique d'une 50aine d'années, connue pour son sérieux et son franc-parler. Avant le drame, personne n'aurait imaginé qu'un lieu aussi banal puisse devenir le théâtre d'un empoisonnement collectif. Pourtant, avec le recul, certains détails paraîtront étrangement lourds de sens. Des tensions récentes entre le personnel de cuisine, un changement de fournisseur, un incident mineur passé inaperçu, autant de signaux faibles qu'on ne relie qu'après coup. Quelques jours avant le drame, une réunion avait eu lieu entre la mairie et le personnel. Il y était question de budget, de réduction d'effectifs, d'optimisation des livraisons. Encore des économies sur le dos des gamins, avait maugré un employé. La discussion s'était envenimée. Certains craignaient que la qualité des repas baisse, d'autres redoutaient des suppressions de postes. Madame Pelletier, elle, avait tenté de calmer le jeu. Ce sont des ajustements, rien de plus. On continuera à faire bien notre travail. Mais derrière ce ton rassurant, elle sentait déjà poindre un malaise. Dans la cour, les enfants, eux, ne se doutaient de rien. Ils jouaient, couraient, se disputaient pour un ballon.
dans cette insouciance qui précède toujours le drame. Parmi eux, il y avait Nolan, 9 ans, celui qui s'effondrerait le premier. Un petit garçon vif, curieux, passionné de dessin. Sa mère travaillait dans une pharmacie du quartier, son père dans la logistique. Leur vie était simple, stable, sans histoire. Ce midi-là, Nolan devait présenter un exposé sur le système solaire. Sa maîtresse se souvient encore de son sourire avant qu'il ne parte déjeuner. À la table voisine, Maya, 10 ans, grande pour son âge, portait un bandeau violet dans les cheveux. Elle riait fort, souvent. Elle faisait partie de ces enfants qu'on remarque toujours, de la joie pure, communicative. Le jour du drame, elle avait échangé sa compote contre un yaourt à la fraise. Un détail minuscule, qui, selon les médecins, pourrait bien avoir changé le cours de son destin, car le poison semblait avoir été concentré dans la sauce du plat principal. Mais certains lots de yaourt présentaient eux aussi des traces contaminées. Personne ne comprenait comment. Dans le personnel, la routine suivait son cours. Le matin même, Damien Roche, le technicien de maintenance, avait passé une partie de la matinée dans la réserve. Il devait vérifier un robinet et un disjoncteur défaillant. Plus tard, on le verrait quitter les lieux à 11h47, selon le registre. Un homme discret, sans histoire connue, mais marqué par un deuil récent. La perte de son fils unique, victime d'un accident de la route 6 mois plus tôt. Certains collègues le décrivaient comme abattu, d'autres comme imprévisible. À ce moment-là, personne ne pouvait imaginer que son nom serait bientôt au centre d'une enquête criminelle. Dans la petite salle des professeurs, l'ambiance ce jour-là était studieuse. Les enseignants corrigeaient des copies, échangeaient des banalités. Un orage approchait, la lumière baissait. Dehors, les premières gouttes de pluie crépitaient sur le toit de tôle du préau. Une atmosphère lourde, moite, annonciatrice d'un après-midi orageux. Madame Pelletier vérifiait les plateaux, donnait ses dernières consignes à l'équipe de service. Elle ne remarqua pas que la porte arrière, celle qui donne sur la ruelle de livraison, n'était pas verrouillée. Un oubli anodin, pensait-elle. Mais cet oubli allait devenir une pièce centrale de l'enquête. Ce fut par cette porte que quelqu'un, selon les enquêteurs, aurait pu entrer sans être vu. L'endroit est discret. Un couloir étroit longeant le mur de la cantine, à l'abri des regards. Un simple portail métallique, rarement utilisé sauf pour les livraisons. Ce jour-là, il avait été ouvert, puis refermé à la hâte. Aucune caméra, aucun témoin direct. Juste une trace de pas boueux sur le carrelage, relevée plus tard par la police scientifique. Le quartier Jean Massé n'était pas un lieu inconnu des services municipaux. Quelques mois plus tôt, un autre incident avait eu lieu dans une école voisine, une fausse alerte à la contamination alimentaire. Une mère avait cru son enfant empoisonné après un malaise, mais il s'agissait simplement d'une indigestion. L'affaire avait été étouffée rapidement. Pourtant, dans les archives de la mairie, on retrouverait plus tard un courrier anonyme adressé à la direction de la restauration scolaire. « Vous ne savez pas ce que vous servez à vos enfants. Un jour, quelqu'un vous le fera payer. » La lettre n'avait jamais été authentifiée. On l'avait classée sans suite. Mais aujourd'hui, elle réapparaissait soudain, troublante, presque prophétique. Les enquêteurs commenceraient bientôt à la comparer à d'autres documents retrouvés chez un ancien employé du service technique. Pendant ce temps, à l'hôpital Édouard Herriot, les 6 enfants luttaient entre la vie et la mort. Les médecins parlaient de toxicité aiguë. Les parents vivaient entre la salle d'attente et les couloirs, suspendus aux bulletins médicaux. Dans le hall, des journalistes tendaient leurs micros, guettant la moindre information. Les mots empoisonnement et intentionnel circulèrent de bouche en bouche. L'émotion, dans la ville, se muait en colère. Le soir, sur les plateaux télévisés, les experts débattaient. Était-ce une erreur industrielle, un sabotage ? On parlait de failles dans la sécurité alimentaire, de manque de contrôle, de défaillance des collectivités locales. Mais une autre hypothèse, plus dérangeante, commençait à poindre, celle d'un acte prémédité. Quelqu'un, quelque part, aurait pu vouloir faire du mal. Mais à qui ? Et pourquoi à travers des enfants ? Dans le quartier, les rumeurs allaient bon train. Un ancien agent de service, licencié 1 an plus tôt, aurait menacé de se venger. Une mère d'élève aurait accusé la mairie d'avoir négligé des alertes. Et sur les réseaux sociaux, des internautes identifiaient déjà leurs propres coupables. La peur se mélangeait à la suspicion. Dans les cafés du coin, les conversations tournaient autour d'un seul sujet, la cantine. Chacun croyait savoir quelque chose, et plus personne n'avait confiance en personne. Pourtant, dans cette cacophonie, certains détails échappaient encore au grand public. Parmi eux, un élément que les enquêteurs gardaient secret.
Une deuxième contamination avait été détectée dans une autre école du secteur, à un niveau infinitésimal. Le lien entre les deux lieux était encore flou, mais il suggérait que la source du poison n'était peut-être pas unique. Quelqu'un semblait vouloir brouiller les pistes. Dans son bureau, le commandant Valette traçait sur une carte les points de livraison du fournisseur. Une ligne rouge reliait les deux établissements contaminés. Un périmètre se dessinait, étroit, concentré autour du sud de Lyon. « Ce n'est pas une coïncidence », murmura-t-il. « Quelqu'un connaît le circuit. » Il demanda un relevé complet des accès, des badges d'entrée, des plannings de livraison. Chaque minute comptait. Chaque anomalie pouvait devenir une clé. Pendant ce temps, la ville continuait de vivre, en apparence. Mais quelque chose avait changé dans l'air. Les parents vérifiaient 2 fois les repas de leurs enfants. Les cuisiniers des cantines regardaient leurs casseroles avec inquiétude. Et les enseignants, chaque midi, s'assuraient de goûter eux-mêmes avant de servir. Un geste dérisoire, mais chargé de sens, celui d'une confiance brisée. Les journaux titraient « Lyon, l'école de la peur. Qui a voulu empoisonner des enfants? Le mystère de la sauce rouge. » Des titres qui frappaient, mais qui ne disaient rien de la douleur des familles. Car au-delà des analyses, des débats et des hypothèses, il y avait cette question muette, celle qu'aucune caméra ne pouvait capter. Comment réparer l'irréparable? Un soir, dans le bureau du directeur de l'école, Madame Pelletier retrouva un carnet oublié. Un petit cahier de commande, jauni, où quelqu'un avait noté à la main. Lot 43B, sauce spéciale, vérifier quantité. La mention datait de la veille du drame. Mais ce lot n'existait pas dans les registres officiels. Une erreur de saisie ou une commande fantôme? Le mystère s'épaississait encore. Avant qu'un drame ne les relie à jamais, ils n'étaient que des enfants parmi d'autres, des visages familiers dans la cour de récréation, des voix qu'on reconnaissait à leurs éclats de rire. Leur vie se résumait à des détails simples. Un cartable trop lourd, un goûter préféré, un dessin collé sur le frigo. Mais depuis ce 14 mars, leurs prénoms sont murmurés avec gravité, comme s'ils appartenaient à une autre dimension du réel. Nolan, Maya, Théo, Inès, Clara et Hugo, 6 enfants, 6 destins suspendus à une cuillerée de sauce. Le plus jeune, Hugo, n'avait que 8 ans. Il venait d'arriver à l'école quelques mois plus tôt, après le déménagement de ses parents depuis Villeurbanne. Un garçon discret, qui bégayait légèrement lorsqu'il était stressé, mais qui adorait les sciences. Son père, infirmier, dira plus tard, il ne parlait jamais de peur. Il croyait que tout le monde, à l'école, était gentil. Cette naïveté, si touchante, fera écho dans tous les témoignages, car rien ne préparait ses enfants à devenir des victimes d'un acte d'une telle absurdité. Clara, 10 ans, rêvait de devenir vétérinaire. Chaque matin, elle s'arrêtait pour caresser le chat errant qui traînait près de la grille de l'école. Sa mère, serveuse dans un café voisin, racontait qu'elle faisait toujours attention à ce qu'elle mangeait. Elle détestait les lasagnes. Ce jour-là, elle n'en voulait pas. C'est la dame de la cantine qui l'a convaincue d'essayer. Ces quelques mots hanteront la responsable du service pendant des semaines. Madame Pelletier répétera plus tard, d'une voix tremblante. Je me revois lui dire « Allez, juste une bouchée ». Si j'avais su, c'est ce souvenir, minuscule et monstrueux, qui la poursuivra bien après la fermeture de l'école. Inès, elle, était d'un tempérament vif. Une enfant débordante d'énergie, souvent punie pour bavardage, mais adorée de ses camarades. Elle voulait être danseuse. Le matin du drame, elle avait répété une chorégraphie dans la cour, juste avant d'aller déjeuner. C'est elle qui, la première, avait crié en voyant Nolan s'effondrer. Elle racontera ensuite aux enquêteurs, d'une voix cassée. Il a fait comme s'il dormait, mais il tremblait partout. Son témoignage sera précieux, mais bouleversant. Car malgré son âge, Inès avait tout vu. Autour de ses 6 enfants gravitaient des adultes, chacun pris dans sa propre routine, sa propre histoire. Des histoires qui soudain allaient se croiser dans un même point de rupture. À commencer par Madame Pelletier, la chef de cantine. Depuis 15 ans, elle gérait les repas avec rigueur, menus équilibrés, hygiène stricte, contrôle quotidien des stocks. Pour elle, la cantine était plus qu'un travail, c'était une responsabilité. Elle connaissait presque tous les enfants par leur prénom. Lorsqu'on la convoqua au commissariat, elle arriva en pleurs, incapable de parler. « Je les ai nourris tous les jours », sanglotait-elle. Comment ça a pu arriver ici? Sa détresse fut telle qu'elle fut hospitalisée pour choc psychologique. Les enquêteurs d'abord la considérèrent comme témoin principal, mais certains détails de sa déposition éveillèrent leur curiosité. Elle affirma que les barquettes de sauce tomate étaient scellées à la réception,
mais qu'elle en avait ouvert une avant le service, trouvant le contenu plus liquide que d'habitude. Elle ne s'en était pas inquiétée. Or, les analyses toxicologiques démontrèrent que c'est précisément dans cette barquette que la concentration du produit chimique était la plus élevée. Les enquêteurs se demandèrent si le poison avait pu être ajouté avant la livraison. Mais les registres du fournisseur indiquaient que le lot était intact en sortie d'usine. Quelque chose s'était produit entre la livraison et le service. Un laps de temps de moins d'1 heure. C'est dans cet intervalle que se situe le rôle possible de Damien Roche. Âgé de 38 ans, technicien de maintenance pour la mairie, il intervenait dans plusieurs écoles du secteur. Un homme sans antécédent judiciaire, mais décrit comme renfermé depuis un drame personnel. La mort de son fils de 10 ans, percuté par une voiture en rentrant de l'école. Depuis, disait un certain, il errait entre les interventions, évitant les conversations. Un collègue confiera « Il parlait peu, mais quand il le faisait, c'était pour dire que le monde était pourri, qu'on laissait souffrir les enfants. » Des paroles ambiguës que l'enquête allait bientôt relire sous un jour plus sombre. Le 14 mars, Damien Roche devait réparer un robinet défectueux dans la cuisine de l'école. Selon les registres municipaux, il avait signé la feuille d'intervention à 11h12. À 11h47, il sortait du bâtiment. Entre ces deux moments, la cuisine n'était occupée que par lui. L'équipe de cantine préparait la salle à côté. Aucune caméra, aucun témoin direct. Une fenêtre de 35 minutes qui allait devenir le centre de toutes les suspicions. Pourtant, rien de concret ne permettait encore de l'accuser. Les enquêteurs fouillèrent son domicile, un petit appartement à Gerland. Ils y découvrirent des produits ménagers, des outils et une boîte de désherbant entamée. Le produit contenait une molécule proche de celle retrouvée dans la sauce. Mais l'origine restait incertaine. Il s'agissait d'un pesticide courant, interdit à la vente depuis 2 ans, mais encore présent dans de vieux stocks. Damien Roche affirma l'avoir utilisé pour son balcon. « Je ne suis pas un tueur », répéta-t-il au policier, et il semblait sincère. Son avocat plaiderait plus tard qu'il s'agissait d'un bouc émissaire parfait, un homme brisé, isolé, facile à accuser. Pourtant, certains détails déroutaient. Son téléphone, analysé par la brigade numérique, révélait plusieurs recherches étranges effectuées la veille. Ingestion pesticides symptômes, produits toxiques invisibles dans aliments, mort rapide sans douleur. Lorsqu'on l'interrogea sur ces mots-clés, il répondit simplement « Je ne sais plus, je faisais des cauchemars ». La frontière entre le désespoir et la dangerosité semblait, chez lui, floue. Dans le voisinage, les témoignages divergeaient. Une voisine parlait d'un homme gentil mais triste, un autre d'un type inquiétant, toujours à regarder les enfants jouer dans la cour. Aucune preuve tangible, mais une impression diffuse de malaise. Et dans ce genre d'affaires, la perception publique peut peser lourd. Les médias commencèrent à publier son nom, à moitié flouté, avant même qu'il ne soit mis en examen. En quelques heures, il devint le suspect idéal. À l'autre bout de la ville, d'autres protagonistes tentèrent de comprendre. Les familles des enfants vivaient un cauchemar sans fin. Chaque matin, elles attendaient devant l'hôpital, espérant une amélioration. Les médecins restaient prudents. 2 enfants étaient toujours dans le coma, 2 autres souffraient de séquelles neurologiques. L'émotion dépassait les murs de Lyon. Des messages affluaient de toute la France, des dons, des mots de soutien. Mais dans l'intimité, les parents s'effondraient. Certains ne pouvaient plus franchir le seuil de l'école. D'autres cherchaient désespérément un sens à ce qui n'en avait pas. Parmi eux, la mère de Nolan, Élodie Marchal, devint une figure centrale. Brune, regard clair, elle incarna la dignité face à l'horreur. Chaque jour, elle tenait un journal qu'elle transmettra plus tard aux enquêteurs. On y lit des phrases bouleversantes. « Je n'arrive pas à haïr celui qui a fait ça. Je veux juste comprendre pourquoi. » C'est elle qui, plus tard, poussera pour que le dossier soit réexaminé lorsque l'enquête commencera à s'enliser. Et puis, il y avait le directeur de l'école, M. Leclerc, un homme d'apparence tranquille, mais rongé par la culpabilité. C'est lui qui avait validé l'intervention du technicien. C'est lui aussi qui avait ignoré, la semaine précédente, un mail anonyme signalant des menaces sur les cantines de la ville. Le message, reçu via le formulaire de contact du site de la mairie, parlait d'une vengeance contre ceux qui nourrissent les enfants avec du poison industriel. Il l'avait pris pour une mauvaise plaisanterie. Aujourd'hui encore, il s'en veut. Si j'avais transmis ce mail à la police, peut-être qu'on aurait évité tout ça. Ce mélange de douleurs individuelles, de remords, de non-dits, allait nourrir toute la suite de l'affaire. Car dans les jours qui suivirent, un autre événement allait jeter une lumière nouvelle sur ce puzzle tragique. Un second incident,
dans une école voisine, fit apparaître un schéma identique, une sauce contaminée, une trace infime du même produit, mais aucun enfant malade cette fois. Une signature, presque invisible, comme un avertissement. Le commandant Valette, en observant les échantillons, sentit que quelque chose échappait à la logique d'un empoisonneur isolé. Ce n'était peut-être pas une vengeance personnelle, peut-être un message, peut-être même un test. Les enquêteurs commencèrent à fouiller dans les registres de distribution alimentaire, cherchant des anomalies, des livraisons modifiées, des signatures incohérentes. C'est là qu'ils découvrirent un nom qui allait les intriguer. Société Alimentex, sous-traitant du fournisseur principal, chargé de la transformation des sauces. Mais à ce stade, rien n'était encore certain. Le drame semblait dépasser le simple cadre d'une école, comme si derrière ces enfants, derrière cette cantine, se cachait une mécanique plus vaste, un enchaînement d'erreurs humaines, de rancunes et de silences administratifs. Les portraits croisés de cette affaire, tous humains, tous imparfaits, composaient un tableau déroutant. Des enfants innocents, une cuisinière brisée, un technicien endeuillé, un directeur coupable de négligence et un système incapable de relier les signaux avant qu'il ne soit trop tard. Une tragédie ordinaire, née de gestes minuscules, de portes laissées ouvertes, de mails ignorés. Et pourtant, quelque part, quelqu'un savait. Quelqu'un, avant même le 14 mars, avait planifié quelque chose. La semaine qui suivit le drame fut marquée par un silence étrange, comme suspendu au-dessus de la ville. À Lyon, le mot empoisonnement s'était infiltré dans toutes les conversations. Dans les cafés, dans les files d'attente, dans les cours d'école, il planait cette idée folle. Quelqu'un, quelque part, avait voulu nuire à des enfants. Une pensée insupportable, mais désormais inévitable. Et plus les jours passaient, plus les fissures apparaissaient dans le récit officiel. Les enquêteurs de la brigade criminelle installèrent leur QG temporaire dans une salle municipale proche de l'école Jean Massé. Des tableaux couverts de post-it, de schémas, de flèches reliant des prénoms et des horaires. Le commandant Valette, épuisé, passait ses journées à recomposer minute par minute la matinée du 14 mars. Chaque témoin, chaque employé, chaque parent fut réentendu. Et peu à peu, un brouillard de contradictions se forma. Madame Pelletier, la responsable de la cantine, affirma d'abord avoir quitté la cuisine à 11h15 pour superviser le dressage des tables. Mais une autre employée déclara l'avoir vue encore à 11h25 près du four vapeur. 10 minutes d'écart. Rien d'anormal en apparence, mais dans une affaire où tout repose sur le timing, 10 minutes pouvaient changer la donne. Quand les enquêteurs lui montrèrent le relevé d'horloge du four, qui indiquait une ouverture à 11h22, elle blêmit. « C'est impossible », murmura-t-elle. Pourtant, la trace électronique était bien là. De son côté, le technicien Damien Roche maintenait sa version. Il était arrivé à 11h10, avait réparé le robinet, puis était reparti sans croiser personne. Mais les relevés GPS de son véhicule indiquaient qu'il avait stationné devant l'école dès 10h47. Interrogé sur cette différence, il se défendit maladroitement. « Je suis arrivé plus tôt, oui, j'ai pris un café avant d'entrer. » Sauf qu'aucun commerce autour de l'école ne se souvenait de lui ce matin-là. Cette incohérence, minime en apparence, fit pencher plusieurs enquêteurs vers une thèse plus sombre, celle d'une préparation. À mesure que les auditions s'enchaînaient, un climat de suspicion s'installa. Les employés, d'abord solidaires, commencèrent à se méfier les uns des autres. Des regards fuyants, des phrases coupées, des silences prolongés. Dans les bureaux de la brigade, les interrogatoires devenaient plus tendus. Le commandant Valette, d'habitude patient, se montrait plus direct. Quelqu'un ment. Et ce quelqu'un sait très bien pourquoi. Mais personne ne parlait. Un détail pourtant fit tout vaciller. Lors d'une fouille complémentaire dans la réserve, un gendarme découvrit, derrière une pile de cartons vides, une petite fiole en plastique translucide. Le bouchon portait des traces de sauce séchée. L'analyse confirma qu'elle contenait les mêmes résidus chimiques que ceux retrouvés dans les lasagnes. Aucune empreinte exploitable, mais la fiole provenait d'un lot vendu dans un magasin de bricolage de Gerland, à quelques rues du domicile de Damien Roche. L'étau semblait se resserrer. Mais au même moment, un autre élément fit naître le doute. Sur la fiche de livraison du 13 mars, la veille du drame, figurait une signature illisible ajoutée à la main. Elle ne correspondait ni à celle de Madame Pelletier, ni à celle du livreur habituel. Une graphie hésitante, presque tremblée. Le fournisseur, interrogé, affirma n'avoir autorisé personne d'autre à signer. Et cette signature, mystérieusement, disparut du double transmis à la mairie. Un faux ? Une substitution ?
Quelqu'un, visiblement, avait eu accès aux documents après coup. Le parquet de Lyon élargit alors l'enquête. L'empoisonnement n'était plus seulement un acte individuel possible, mais peut-être le symptôme d'une faille plus profonde. Un trafic de produits interdits ou une dissimulation industrielle. Les laboratoires de l'État furent saisis. Les experts conclurent que la substance trouvée, une dérivée du chlorphenvinphos, pesticide banni depuis 2010, ne pouvait pas provenir d'une simple utilisation domestique. Sa pureté chimique indiquait une production récente. Autrement dit, quelqu'un en possédait encore, illégalement. Pendant ce temps, la pression médiatique atteignait son paroxysme. Les chaînes d'infos continuaient à diffuser des images de la cantine, des interviews de parents bouleversés. Les visages des enfants revenaient en boucle, comme une blessure répétée. La ville, elle, cherchait un coupable à haïr. Des pétitions circulaient, exigeant la suspension immédiate du prestataire de restauration. Les réseaux sociaux s'enflammaient. Sous les articles, les commentaires oscillaient entre colère et paranoïa. « Tout est truqué, c'est une vengeance, l'État nous empoisonne ». La rumeur prenait le pas sur les faits. Le maire de Lyon dut convoquer une conférence de presse exceptionnelle. Dans la salle des fêtes de la mairie du 7e, il tenta de calmer les esprits. « Nous ferons toute la lumière sur ce drame. Aucun détail ne sera dissimulé. » Mais déjà, certains journalistes avaient intercepté des fuites du dossier. Ils révélaient que Damien Roche avait été entendu sous le régime de la garde à vue prolongée, alimentant l'idée qu'un suspect était sur le point d'être inculpé. L'homme, quant à lui, niait toujours farouchement. « Je n'ai rien fait. Je ne veux pas devenir leur bouc émissaire. » Au sein même de la brigade, des divergences apparurent. Certains enquêteurs, persuadés de sa culpabilité, voulaient le pousser à l'aveu. D'autres, plus prudents, craignaient une erreur judiciaire. Le commandant Valette, lui, oscillait entre intuition et fatigue. Il avait cette impression persistante que quelque chose clochait. Trop d'indices parfaits, trop bien alignés. Et s'il s'agissait d'une mise en scène, d'une manipulation ? Une nuit, seul dans son bureau, il nota 3 mots sur un carnet, empoisonneur ou marionnette. Le lendemain, une nouvelle révélation bouleversa encore l'enquête. Un rapport confidentiel du laboratoire Agrotest indiquait que la molécule retrouvée dans la sauce portait une légère variation isotopique, une signature chimique unique. Cette variation correspondait à un lot spécifique importé clandestinement depuis la Hongrie, utilisé autrefois par une société lyonnaise spécialisée dans les produits phytosanitaires, Alimentex. Or, cette société, dissoute depuis 3 ans, sous-traitait encore certaines tâches de transformation alimentaire. Parmi ses anciens employés, un certain Damien Roche. L'homme, avant de devenir technicien de maintenance, avait travaillé 2 ans dans un atelier de conditionnement pour cette même entreprise. Quand les enquêteurs lui présentèrent le rapport, il resta figé. Ses yeux se remplirent de larmes. « Je ne savais pas. Je ne pensais pas qu'il en restait encore. » Une phrase sibylline qui fit l'effet d'un aveu implicite. Mais quelle en était la signification ? Avait-il eu accès à ces produits ? Ou parlait-il simplement d'un passé qu'il voulait oublier ? Le doute demeurait total. Le commandant Valette demanda alors à fouiller les anciens entrepôts d'Alimentex, situés dans une zone industrielle à Faisin. Ce qu'ils y découvrirent dépassa toutes les attentes. Sous une dalle fissurée, les techniciens de l'environnement mirent au jour plusieurs bidons enterrés, contenant encore des produits interdits soigneusement étiquetés. Certaines étiquettes portaient des dates récentes, postérieures à la fermeture officielle du site. Quelqu'un avait continué à manipuler ces substances en toute illégalité. Ce soir-là, Valette se rendit sur place. La lumière des projecteurs découpait les silhouettes des enquêteurs en mouvement. Le vent portait une odeur chimique, lourde, presque sucrée. Un policier lui tendit un dossier trouvé dans un bureau délabré. Un registre de livraison partiellement brûlé. Parmi les lignes encore lisibles, un nom attira immédiatement son attention. Jean Massé, le même que l'école. Ce n'était plus une coïncidence. L'affaire venait de franchir un seuil. Pendant ce temps, à l'hôpital, les enfants commençaient lentement à se stabiliser. Certains ouvraient enfin les yeux, d'autres restaient plongés dans un silence lourd. Les familles, entre espoir et colère, demandaient des réponses concrètes. Mais la complexité du dossier échappait à la compréhension publique. Car si Damien Roche avait bien travaillé dans cette société, rien ne prouvait qu'il ait manipulé les produits récemment. Et s'il était coupable, pourquoi avoir visé une école où il n'avait plus de lien ? Les motivations restaient une énigme. Les semaines suivantes virent naître d'autres tensions. Des lettres anonymes furent adressées à la presse locale.
signé d'un mystérieux M. R. Elles accusaient la mairie d'avoir dissimulé des stocks toxiques et d'avoir sacrifié des enfants pour sauver un contrat. L'écriture, instable, semblait appartenir à une personne nerveuse, peut-être instable. Les experts graphologues conclurent à une correspondance possible mais non certaine avec celle de Damien Roche. Mais là encore, rien de définitif. L'enquête s'enlisait dans un labyrinthe d'incertitudes. Les journalistes parlaient d'un empoisonneur fantôme, d'une malédiction chimique. Le parquet, sous pression, envisageait une mise en examen pour homicide involontaire, faute de preuves d'intention. Mais le commandant Valette refusait de clore le dossier sur une demi-vérité. Il en était convaincu. Il manquait un élément, un lien caché entre le passé industriel d'Alimentex et le présent de l'école. Quelque chose qui expliquerait pourquoi ce drame avait eu lieu ici et pas ailleurs. Un soir, alors qu'il consultait pour la 100e fois les photographies de la scène, son regard s'arrêta sur un détail que personne n'avait relevé. Sur une caisse en bois, derrière le plan de travail de la cuisine, un tampon discret, presque effacé, indiquait le code A43B, le même que celui noté dans le carnet de commande retrouvé par Madame Pelletier. Une commande fantôme. Une trace qui liait directement la cantine à l'ancien réseau Alimentex. Valette comprit qu'il tenait enfin un fil. Dans les jours qui suivirent la découverte du code A43B, l'enquête entra dans une phase de turbulence. Les réunions se multipliaient au commissariat central. Les journalistes campaient jour et nuit devant la brigade criminelle. Chaque mot du commandant Valette pouvait se retrouver déformé, amplifié, décontextualisé dans les colonnes du Progrès ou sur les plateaux télé. L'affaire n'était plus seulement policière, elle devenait politique. Les premières fuites venaient du parquet. Une source anonyme parlait d'un lien possible entre l'école et un ancien circuit industriel de produits toxiques. Les médias s'emparèrent immédiatement de la phrase. Le lendemain, les gros titres s'étalaient. Cantine empoisonnée, l'ombre d'un scandale d'État, des pesticides interdits dans les assiettes des enfants. Alimentex, la société fantôme de Lyon. La tension monta d'un cran. Le maire, acculé, convoqua un conseil municipal extraordinaire. Devant une salle comble, il tenta d'apaiser la colère des habitants. Nous avons tous été trompés. Ce drame est la conséquence d'une chaîne de négligence que nous ne tolérerons plus. Mais ces mots, trop mesurés, sonnaient creux face à la douleur des familles. Certains parents se levèrent pour crier leur rage. « Vous aviez reçu des alertes. Vous saviez qu'il restait des produits interdits. » La séance dégénéra. Les caméras filmaient en direct, captant les visages crispés, les poings serrés, les larmes des mères. Pendant ce temps, à la brigade, l'équipe de Valette s'épuisait. Les nuits blanches s'enchaînaient, les hypothèses aussi. Le code A43B semblait être une trace tangible, mais il fallait le relier à une action humaine. Qui l'avait inscrit sur le carnet de commande? Pourquoi ce code apparaissait-il à la fois sur une caisse et sur un registre disparu? Et surtout, comment avait-il pu survivre à la dissolution d'Alimentex, 3 ans plus tôt? Une nouvelle perquisition fut menée dans les anciens bureaux de la société. Les murs portaient encore les marques du temps. Affiches jaunies, dossiers empilés, odeur de poussière et de solvant. Dans un tiroir coincé, un enquêteur mit la main sur une clé USB marquée au feutre noir. Archives internes 2019. À l'intérieur, plusieurs documents comptables et des échanges de mails entre la direction d'Alimentex et un sous-traitant espagnol. Parmi eux, une phrase attira immédiatement l'attention. Les stocks restants ont été redistribués localement. Code 43B confirmé. Redistribués localement. Ce mot résonna dans la tête de Valette comme une déflagration. S'il disait vrai, cela signifiait qu'un reliquat de substances interdites avait circulé bien après la fermeture de la société et peut-être intégré la chaîne alimentaire via des canaux illégaux. Mais comment un tel produit avait-il pu finir dans la sauce tomate d'une cantine? Et surtout, qui avait pris cette décision? Les enquêteurs remontèrent la piste du sous-traitant espagnol. Une société agrochimique de Valence, Sandoro Alimentaria, spécialisée dans les concentrés de tomates. Les Espagnols nièrent toute implication. Mais un échange de transport enregistré par les douanes françaises révélait qu'un camion de la société avait bien franchi la frontière début mars. Destination, plateforme logistique Rhône Agro, Lyon Sud. La même qui fournissait le prestataire de repas scolaires. Tout se recoupait, lentement, comme un piège qui se referme. Pourtant, à ce stade, rien ne permettait de relier directement ce lot au drame de Jean Massé. Les autorités européennes demandèrent des analyses croisées. Les résultats furent clairs. Le pesticide retrouvé dans la sauce provenait bien du même lot que celui des entrepôts Alimentex. Mais la contamination pouvait être accidentelle.
Un mélange, une erreur humaine, une négligence lors du transfert. Valette, lui, n'y croyait pas. Il sentait une intention derrière cette précision, une main humaine qui avait choisi le moment, l'endroit et le symbole. Un soir, dans la salle de réunion plongée dans la pénombre, il fixa la carte accrochée au mur. Des cercles rouges entouraient les écoles concernées, reliées par des lignes au site industriel. À ses côtés, son adjointe, la capitaine Jarry, brisa le silence. Si on continue à creuser, on va toucher des gens haut placés. Valette hocha la tête, peut-être. Mais si on s'arrête maintenant, on n'aura rien compris. C'est à ce moment-là que la pression politique commença. Des appels du cabinet du préfet, des recommandations du parquet. On lui conseillait de rester sur la piste individuelle, plutôt que de s'égarer dans des hypothèses industrielles trop vastes. Autrement dit, éviter de réveiller un scandale. Mais Valette refusa. Il savait qu'en dessous des apparences, quelque chose de pourri se cachait. Cette obstination lui coûta cher. Un matin, il fut convoqué par le procureur. On lui reprochait sa gestion émotionnelle du dossier, son excès d'exposition médiatique. Une manière élégante de le marginaliser. À sa sortie du bureau, il déclara simplement à son équipe « On continue, plus discrètement, mais on continue ». Dans le même temps, un événement inattendu relança l'affaire. Un employé de la plateforme Ronagro, un cariste nommé Franck Delorme, demanda à parler à la police. Son témoignage fut enregistré tard dans la nuit. « J'ai vu un type venir le 11 mars. Il portait un badge de maintenance, mais je savais qu'il ne bossait pas pour nous. Il a chargé un conteneur en douce. C'était marqué A43B. Quand on lui montra la photo de Damien Roche, il hésita, fronça les sourcils, puis dit « Je crois que c'était lui ». Une simple phrase, mais suffisante pour raviver la suspicion. Le lendemain, Damien fut de nouveau entendu. Cette fois, l'interrogatoire dura plus de 8 heures. Confronté à la déposition du cariste, il perdit contenance. Sa voix tremblait. « Je ne me souviens pas. Je n'y suis pas allé. Pourquoi j'aurais fait ça ?» Mais les enquêteurs notèrent ses mains moites, son regard fuyant. Valette, lui, restait en retrait, observant. Il voyait dans cet homme non pas la froideur d'un criminel, mais la panique d'un être piégé. Quelqu'un qui ne comprenait plus ce qu'on lui reprochait. Pendant ce temps, dehors, les choses dérapaient. Des groupes de parents manifestaient devant la mairie, exigeant la vérité, toute la vérité. Les pancartes brandies portaient des slogans rageurs. « Nos enfants ne sont pas des cobayes. » « Justice pour Jean Massé. » La colère se mêlait à la peur. Chaque école du département vérifiait désormais ses stocks alimentaires. Des inspections surprises, des tests à répétition. Mais plus les contrôles avançaient, plus l'inquiétude grandissait. Dans 2 autres cantines, des traces infimes de pesticides furent détectées. Le même composé, le même lot. Le scandale prit alors une ampleur nationale. Les ministres se succédaient devant les caméras. Les parents des victimes furent reçus à Paris, sous l'œil des journalistes. Le Premier ministre lui-même parla d'une faille dramatique dans la chaîne de sécurité publique. Mais derrière les discours, la vérité semblait s'éloigner. Trop de responsabilités partagées, trop d'intérêts menacés. Et au centre, un seul homme continuait d'être désigné, Damien Roche. Sa garde à vue fut prolongée. Les médecins psychiatres mandatés par le tribunal évoquèrent un profil fragile, traumatisé, potentiellement suggestible, autrement dit influençable. Un profil parfait pour un coupable qu'on fabrique. Le soir de sa comparution, devant la presse massée, il déclara simplement « J'ai travaillé là-bas, oui, mais je n'ai jamais voulu faire de mal à personne. Quelqu'un utilise mon passé contre moi. » Ces mots, diffusés dans tous les journaux télévisés, divisèrent en l'opinion. Pour certains, il mentait. Pour d'autres, il disait peut-être vrai. Et c'était encore plus terrifiant. Pendant ce temps, Valette recevait des menaces anonymes. Des enveloppes glissées sous sa porte, des messages écrits à la main. « Laisse tomber, tu ne sais pas où tu mets les pieds. » Il savait désormais que le dossier dépassait le simple cadre criminel. Il touchait à quelque chose de plus vaste, plus ancien. Un secret que beaucoup préféraient garder enfoui. Un soir de pluie, alors qu'il rangeait les dossiers, son adjointe lui apporta un document confidentiel, un rapport d'audit interne de la mairie, daté de 2019, classé « non diffusé ». Il mentionnait un marché public attribué à Alimentex malgré des alertes sanitaires. Et en marge, une annotation manuscrite. Conserver le code A43B pour l'OSTEST, Direction Sécurité Alimentaire. Autrement dit, ce code n'était pas seulement industriel, il appartenait à la mairie elle-même, une décision administrative, volontaire, prise pour expérimenter un protocole de décontamination chimique sur des produits périmés. Un test, effectué sur des denrées destinées aux cantines. Valette resta figé. Tout prenait sens. L'empoisonnement n'était pas un hasard, ni une vengeance individuelle. C'était la conséquence d'un système où l'expérimentation et la négligence s'étaient confondues.
où l'erreur technique s'était transformée en drame humain. Et quelque part, quelqu'un savait depuis le premier jour. Mais comment révéler une vérité pareille sans tout faire exploser? Comment dire à des parents que le poison de leurs enfants venait d'une erreur bureaucratique maquillée en accident? Cette nuit-là, le commandant rentra chez lui sous la pluie battante, incapable de fermer l'œil. Sur son bureau, il garda une photo des enfants posée à côté d'un dossier scellé portant 3 mots tracés en rouge. À ne jamais classer. Le printemps touchait à sa fin quand le dossier prit un tournant irréversible. Les enfants rescapés de l'empoisonnement commençaient peu à peu à retrouver des forces. Certains réapprenaient à marcher, d'autres restaient plongés dans un silence étrange, comme figés entre deux mondes. Dans les couloirs de l'hôpital Édouard Herriot, les pas résonnaient sur le carrelage blanc, mêlé au bruit lointain des respirateurs. Chaque visite, chaque sourire arraché à la douleur semblait une victoire. Mais dehors, dans les bureaux de la brigade criminelle, la vérité se dérobait encore. Le commandant Valette ne dormait plus. Son visage se creusait, ses gestes devenaient mécaniques. Il savait désormais que le poison ne venait pas d'un individu isolé, mais d'un système qui s'était tu. Ce qu'il ignorait encore, c'était jusqu'où ce silence s'était étendu, et combien de personnes en portaient la responsabilité. Un matin de mai, une enveloppe non signée arriva sur son bureau. À l'intérieur, une simple clé USB accompagnée d'un mot griffonné. « Regardez les dates, vous comprendrez pourquoi on se tait ». Le fichier contenait des échanges internes entre la mairie de Lyon et un cabinet d'expertise alimentaire. Des documents confidentiels datés de février, un mois avant le drame. On y lisait noir sur blanc qu'un test de retraitement thermique de denrées légèrement périmées avait été autorisé à titre expérimental dans 3 établissements scolaires, dont l'école Jean Massé. Ce projet pilote, présenté comme écologique et économique, visait à réduire le gaspillage alimentaire en réchauffant à haute température des produits dont la date de consommation approchait. Le code utilisé pour identifier ces lots de test, A43B, le même que celui retrouvé dans la cuisine, le même que celui figurant sur la caisse et dans le carnet de commande. Une vague de froid parcourut Valette. Il comprenait soudain. Ce code n'était pas celui d'un poison, mais celui d'une expérimentation officielle. Quelqu'un, quelque part, avait réutilisé cette désignation pour couvrir une opération bien plus sombre. Il convoqua immédiatement la responsable de la restauration municipale, Madame Delaunay, une femme rigide, au regard clair. Elle arriva accompagnée d'un avocat. Le ton fut tendu dès les premières minutes. « Le code A43B correspond à quoi exactement ?» demanda Valette. « À un protocole interne, une procédure d'essai », répondit-elle d'un ton neutre. « Et qui a décidé que ces essais auraient lieu dans une école ? Ce n'était pas censé être dangereux. Le prestataire a garanti la conformité. Vous avez validé les lots ? » Un silence. Puis, presque à voix basse, « Pas moi. » Le cabinet d'audit. Valette sentit la colère monter. Il comprit qu'il faisait face non plus à une négligence isolée, mais à une chaîne de décisions administratives, chacune diluant la responsabilité de l'autre. Et au milieu, 6 enfants hospitalisés, dont 2 entre la vie et la mort. Les inspecteurs consultèrent les registres du prestataire. Une page manquait, arrachée proprement. Sur la version numérique, le fichier correspondant au 13 mars avait été supprimé à 22h47, la veille du drame. Un effacement volontaire. Les informaticiens parvinrent à le restaurer. Il mentionnait une intervention technique urgente sur le circuit de chauffage des sauces, code A43B. L'intervention avait duré 35 minutes, exactement la même durée que la présence de Damien Roche dans la cuisine. Mais le nom du technicien indiqué sur le rapport n'était pas le sien. C'était celui d'un certain Marc Delaunay, époux de la responsable municipale de la restauration. Tout bascula à cet instant. Les enquêteurs découvrirent qu'il travaillait pour une société de maintenance sous-traitante, mandatée ponctuellement pour des réparations urgentes. Le 14 mars, il avait été affecté à un autre site, mais aucune trace de badgeage ne confirma sa présence là-bas. En revanche, plusieurs témoins de la plateforme Rhône Agro l'avaient aperçu dans la matinée, vêtu d'une combinaison bleue, sans savoir qu'il n'était pas censé être là. Quand on interrogea son épouse, elle refusa de commenter. Quelques heures plus tard, son téléphone fut coupé. Introuvable. Le lendemain, les gendarmes perquisitionnèrent leur domicile. L'appartement était vide. Dans la cave, une odeur chimique âcre. Sous un tas de cartons, 2 bidons entamés de pesticides identiques à celui des échantillons. Sur le bureau, un carnet avec une écriture nerveuse. Ce n'était pas censé aller si loin. Ils m'ont dit que ce serait neutralisé par la chaleur.
Je voulais juste prouver qu'il mentait. » Les enquêteurs restèrent figés. Cette phrase, à elle seule, révélait le cœur du drame. Marc Delaunay, ancien employé d'Alimentex, avait alerté à plusieurs reprises la mairie sur la présence illégale de produits dangereux encore stockés à Fésine. Ces rapports avaient été ignorés. Humilié, licencié pour non-respect des procédures, il avait cherché à démontrer que les responsables manipulaient des substances interdites. Son idée initiale, selon ses notes, était de verser une infime quantité de pesticides dans la sauce test pour provoquer une alerte sans mettre personne en danger. Un geste de dénonciation, symbolique. Mais le calcul avait échoué. La dose, mal estimée, s'était révélée mortelle. Le drame n'était donc ni une vengeance aveugle, ni une erreur industrielle isolée. C'était le fruit d'un acte désespéré, un lanceur d'alerte qui avait voulu prouver un crime, en commettant un autre, une ironie tragique, d'une cruauté presque insoutenable. Valette, en relisant les pages du carnet, sentit la nausée le gagner. Tout y était, les dates, les codes, les livraisons, les alertes ignorées. Et surtout, cette phrase terrible, tracée à la fin. Ils comprendront seulement quand un enfant tombera. Les enquêteurs diffusèrent un mandat de recherche. Mais Marc Delaunay semblait s'être volatilisé. Sa voiture fut retrouvée 2 jours plus tard sur un parking isolé, près des berges du Rhône. À l'intérieur, son téléphone, son alliance, et un mot. Ce n'était pas contre eux. Le fleuve, en contrebas, roulait lentement, lourd de boue et de silence. Les plongeurs fouillèrent les eaux pendant 3 jours. Aucun corps ne fut retrouvé. La presse, informée officieusement, s'empara immédiatement du nom. Les titres changèrent de ton. Le fantôme d'Alimentex, un technicien disparu au cœur du drame, l'empoisonneur involontaire, quand la vérité devient poison. Le récit national basculait. Les familles, déchirées entre la colère et la compassion, ne savaient plus quoi penser. Pour elles, comprendre n'effaçait rien. Mais au moins, l'ombre du monstre s'effritait. Derrière le crime, il y avait un homme, pas une bête. Damienne Roche fut officiellement innocenté quelques jours plus tard. Valette en personne se rendit à l'hôpital pour lui annoncer la nouvelle. L'homme pleura sans un mot. Il avait perdu son emploi, son logement, sa réputation. Sa vie avait été broyée par la machine médiatique. Il lui serra la main longuement avant de murmurer « J'ai perdu mon fils, et j'ai cru que Dieu voulait que je paye 2 fois. » Valette détourna les yeux. Il n'avait pas de réponse à lui offrir. Pour la mairie, l'affaire devenait un gouffre politique. Les opposants réclamaient de la démission immédiate de plusieurs élus. Le parquet ouvrit une procédure pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Mais déjà, certains tentaient d'éteindre l'incendie en invoquant la complexité du dossier et la chaîne des responsabilités. Les mots bureaucratiques se heurtaient à la douleur des visages. Les parents, eux, ne parlaient plus de vengeance. Ils parlaient de vérité. Ils voulaient savoir pourquoi des alertes avaient été étouffées. Pourquoi un homme avait dû en arriver là pour être entendu. Dans son rapport final d'étape, le commandant Valette écrivit une phrase que les journalistes retiendront. Il ne s'agit pas seulement d'un crime, mais d'une faillite morale collective, quand l'indifférence devient plus dangereuse que le poison. Ces mots résumaient tout. La peur, la culpabilité, la honte d'une ville qui découvrait que son drame n'était pas né de la folie d'un seul, mais de l'aveuglement de tous. Les enfants, peu à peu, rentrèrent chez eux. L'école Jean Massé rouvrit ses portes, repeinte, désinfectée, mais jamais vraiment la même. La première récréation se fit dans un silence inhabituel. Les enseignants avaient organisé un moment de recueillement. Au fond de la cour, une plaque de métal fut scellée dans le mur. À la mémoire de ceux qui ont souffert ici, que plus jamais l'oubli ne tue. Une phrase simple mais qui résonnait comme un serment. Un soir, seul dans son bureau, Valette relut le carnet de Marc Delaunay pour la dernière fois. Il observa les tremblements de son écriture, les passages raturés, les phrases inachevées. Et il se demanda ce qui pousse un homme à choisir la faute plutôt que le silence. Le vent soufflait dehors, portant avec lui les sons étouffés de la ville. Dans la pénombre, le commandant pensa aux enfants, aux mères, à la cantine vide, à la sauce rouge sur le carrelage. Tout cela pour prouver une vérité qu'on refusait d'entendre. Le 3 juin, à 8 heures du matin, la cour de l'école Jean Massé fut rouverte pour la première fois depuis le drame. Les barrières de sécurité avaient été retirées, les techniciens en combinaison blanche avaient quitté les lieux. Il ne restait que des traces sur les murs, des marques de rubans adhésifs, des chiffres inscrits à la craie, témoins silencieux d'un lieu devenu symbole. Ce jour-là, la reconstitution judiciaire devait avoir lieu. Le commandant Valette était présent, raide dans son manteau sombre, les traits tirés. Autour de lui, les enquêteurs, les experts du parquet,
les avocats et quelques journalistes triés sur le volet. Les parents des victimes avaient été invités, mais la plupart avaient refusé. « On ne veut pas revoir ça », avait dit la mère de Clara. Les rares qui acceptèrent restèrent à distance, serrant des photos dans leurs mains. Dans la cantine, tout avait été reconstitué à l'identique. Les tables, les plateaux, les barquettes de sauce. Même la lumière crue des néons semblait plus dure que d'habitude. Un silence pesant régnait, interrompu seulement par le cliquetis des appareils photos de la police scientifique. L'expert expliquait chaque geste. L'ouverture du four, le moment où la sauce avait été versée, le trajet de Damien Roche, puis celui de Marc Delaunay, selon les relevés et témoignages. La scène prenait forme, méthodique, glaçante. Quand on prononça le nom de Marc Delaunay, un murmure parcourut la salle. L'homme disparu planait comme un fantôme. Le substitut du procureur rappela que, sans son corps, la justice devait encore parler d'hypothèse. Mais pour Valette, l'hypothèse avait un visage, une odeur, des mots inscrits à l'encre tremblée. Il observait la scène en silence, revoyant la phrase du carnet. « Je voulais qu'il voie ». Et tout prenait un sens tragiquement cohérent. La reconstitution dura près de 5 heures. À la sortie, les journalistes se ruèrent sur les portes, micro tendu. « Commandant, confirmez-vous la piste d'un acte isolé? Le disparu est-il officiellement considéré comme le coupable ?» Valette resta bref. « Nous avançons avec prudence. La justice ne se satisfait pas de symboles. Mais au fond, il savait que l'opinion publique, elle, s'en contenterait. Elle avait besoin d'un nom, d'une fin, d'une histoire qui s'arrête. » Le parquet, sous la pression, annonça bientôt l'ouverture d'une information judiciaire pour homicides involontaires aggravés, visant plusieurs agents municipaux et responsables administratifs. Une manière d'élargir la faute sans l'attribuer à une seule personne. Le mot « système » remplaçait peu à peu celui de « coupable ». Dans les médias, on parlait désormais d'affaire Delaunay, comme si le nom d'un seul homme suffisait à contenir toute la complexité du drame. Les familles des victimes, elles, s'organisaient. Un collectif fut créé, les voix de Jean Massé. Élodie Marchal, la mère de Nolan, en devint le visage. Elle tenait bon, droite, calme, la voix posée. On ne veut pas de vengeance. On veut la vérité complète, même si elle dérange. Ces mots résonnaient avec force. Les caméras la suivaient partout, jusque sur les marches du tribunal. Certains la surnommèrent la mère courage de Lyon. Mais derrière le courage, il y avait la fatigue, les nuits sans sommeil, les rendez-vous médicaux pour son fils, encore marqués physiquement par le poison. À mesure que le dossier avançait, la machine judiciaire se mit en marche. Les auditions reprirent, cette fois devant un juge d'instruction. Les visages familiers réapparurent. Madame Pelletier, blanchie de tout soupçon. Damien Roche, reconnu victime collatérale. Et surtout, les responsables municipaux, convoqués les uns après les autres. Certains pleuraient, d'autres se muraient dans la froideur. Le juge posait les mêmes questions, inlassablement. Qui a autorisé le protocole A43B? Qui a vérifié les produits livrés? Et chaque fois, la réponse était la même. Je ne me souviens pas. Le mot oubli devint un refuge collectif. Les familles, assises au fond de la salle, observaient cette chorégraphie administrative avec amertume. Elles découvraient à quel point la vérité, dans un prétoire, se diluait. Chaque avocat défendait un fragment, une nuance, une virgule. Les faits, eux, restaient les mêmes, mais leurs contours s'effritaient. Le poison devenait substance litigieuse. La mort devenait conséquence indirecte. Le langage de la justice avait cette étrange capacité à anesthésier l'horreur. Parallèlement, la presse continuait son propre procès. Des documentaires, des débats, des podcasts. Tout le monde voulait raconter l'affaire Jean Massé. Certains s'intéressaient au drame humain, d'autres au scandale politique. Mais plus le temps passait, plus la frontière entre enquête et spectacle se brouillait. On rejouait les scènes, on filmait les rues, on interrogeait les voisins. La tragédie devenait matière à audience, et pour Valette, c'était insupportable. Il voyait dans cette agitation une nouvelle forme d'empoisonnement, celui du récit, de la mémoire, du sens. Un soir, alors qu'il quittait le tribunal, il croisa Élodie Marchal. Elle tenait son fils par la main. Le petit Nolan boitait légèrement, mais son regard avait retrouvé une lumière timide. Elle s'approcha, lui dit simplement « Vous savez, commandant, ce n'est pas la colère qui fait avancer les choses, c'est la honte. » Cette phrase resta gravée en lui. Elle résumait tout, la honte d'avoir vu, su et laissé faire. Les mois suivants furent marqués par les premières fuites du dossier d'instruction. Des courriels internes, révélés par la presse, prouvaient que plusieurs cadres municipaux connaissaient les risques du protocole A43B.
Ils avaient reçu, 6 mois avant le drame, un rapport alarmant d'un ingénieur sanitaire. Certaines substances expérimentales présentent des risques neurotoxiques en cas de surchauffe. Le mail n'avait jamais reçu de réponse. Classé sans suite. Archivé. Le juge le lut à haute voix devant la cour, un jour d'audience. Personne ne dit un mot. Pendant ce temps, l'enquête parallèle de la brigade environnementale avançait lentement. Les anciens sites d'Alimentex furent tous fouillés. Dans l'un d'eux, près de Vénissieux, les experts retrouvèrent un dépôt illégal de bidons contenant le même composé chimique, soigneusement stocké dans une pièce scellée. Sur la porte, un autocollant récent. Propriété de la ville de Lyon. Contrôle sanitaire. Preuve, s'il en fallait encore, que le lien entre la mairie et les produits interdits ne relevait plus de la théorie. Le scandale administratif devenait désormais judiciaire. Mais dans les couloirs du tribunal, un autre combat se jouait. Celui du récit. Les avocats des familles demandaient la reconnaissance du statut de crime par négligence aggravée. Le parquet, lui, refusait. Trop risqué, trop politique. La ligne officielle restait celle de « l'accident tragique ». Les mots, encore une fois, redessinaient les responsabilités. Damien Roche fut cité comme témoin. À la barre, sa voix tremblait. On m'a traité de monstre. On m'a craché dessus. J'étais innocent, mais tout le monde voulait que je sois coupable. Parce que c'est plus simple d'avoir un visage que de regarder le système. Le silence qui suivit son témoignage fut total. Même les magistrats baissèrent les yeux. Ce jour-là, Valette sentit que le procès ne rendrait jamais la justice qu'espérèrent les familles. Mais au moins, la vérité, fragmentée, commençait à s'écrire. Dehors, devant le tribunal, la foule s'amassait à chaque audience. Des bougies, des fleurs, des pancartes. Certains criaient, d'autres priaient. Dans la lumière des projecteurs, les visages semblaient irréels. Une ville entière tentait de recoller les morceaux d'une confiance perdue. À la fin de l'été, le parquet prononça les premières mises en examen. 3 fonctionnaires municipaux, un cadre du prestataire et un ingénieur sanitaire. Leur chef d'inculpation, manquement délibéré à une obligation de sécurité et de prudence. Les familles accueillirent la nouvelle avec un mélange d'espoir et d'amertume. Ce n'était pas assez, mais c'était un début. Pendant ce temps, l'enquête sur la disparition de Marc Delaunay se poursuivait. Les plongeurs reprirent les recherches, sans succès. Le Rhône, vaste et opaque, gardait son secret. Certains pensaient qu'il s'était suicidé, d'autres qu'il avait fui à l'étranger. Mais Valette, lui, en doutait. Un instinct, presque irrationnel, lui soufflait que l'homme n'était pas mort, qu'il se cachait, quelque part, hanté par ce qu'il avait déclenché. Une nuit, dans son bureau désert, Valette rouvrit le dossier photo du site de Feyzin. Sur l'une des images, au fond d'un hangar, une inscription à la bombe noire sur un mur. A43B, ne les laissez pas recommencer. Il eut un frisson, la même écriture que dans le carnet, la même colère. Ce message, laissé là, ressemblait à une confession ou à un avertissement. Le lendemain, il transmit la photo au juge. Mais celui-ci, prudent, nota simplement « élément non probant », peu relevé de la rumeur ou d'une imitation. Encore une fois, la vérité s'effaçait derrière la procédure. Le procès s'annonçait long, technique, étouffant. Les familles savaient qu'elles allaient revivre chaque détail, chaque minute du drame. Mais elles n'avaient plus peur. Elles voulaient que la lumière soit faite, même partielle, même crue. Dans une lettre adressée au procureur, Élodie Marchal écrivit « Nous ne voulons pas un coupable. Nous voulons qu'on arrête de dire accident. Parce qu'un accident, c'est quand personne ne choisit. Et là, certains ont choisi de se taire. » Ces mots furent lus à la télévision, repris partout. Le pays entier découvrait la dignité de ses parents qui ne réclamaient pas vengeance, mais mémoire. Le silence de l'État devint assourdissant. Et pendant que la justice s'organisait, Valette continuait son travail en parallèle. Il refusait de classer l'enquête sur la disparition de Marc Delaunay. Pour lui, l'affaire n'était pas terminée. Il voulait comprendre ce qu'il restait de cet homme, sa fuite, sa culpabilité ou peut-être son sacrifice. Une intuition persistante lui murmurait que derrière le drame de Jean Massé, un autre engrenage était en marche. Quelque chose de plus vaste, de plus ancien. Une vérité encore enfouie, que personne ne voulait exhumer. L'automne s'était installé sur Lyon. La lumière se faisait plus basse, plus froide, et la pluie s'invitait presque chaque jour sur les trottoirs du 7e arrondissement. Devant l'école Jean Massé, les passants ralentissaient encore, comme si les murs portaient une mémoire invisible. À l'intérieur, les enfants avaient repris le cours normal de leur journée, mais les adultes, eux, continuaient de vivre dans l'ombre du drame. Et dans les bureaux du parquet, les dossiers s'empilaient. L'enquête, que l'on croyait stabilisée,
venait de connaître un nouveau sursaut. Tout partit d'un document oublié dans un disque dur saisi lors des perquisitions. Un rapport interne daté de 2020, jamais transmis à la justice. Il détaillait une série d'expérimentations menées discrètement par un consortium public-privé autour d'un projet baptisé Nutricléan. Officiellement, il s'agissait d'un programme de valorisation alimentaire durable. En réalité, un dispositif permettant de retraiter des produits périmés par exposition thermique à des températures extrêmes. 3 sites pilotes avaient participé à l'expérience. Un entrepôt en Espagne, un centre d'essai à Fézanne et la cuisine centrale de Lyon. Le nom du protocole, A43B. Lorsque Valette découvrit le rapport, il sentit son cœur se serrer. Le même code, encore. Partout. Le même fil rouge qui traversait les années, les administrations, les accidents. Mais cette fois, le document portait des signatures, celles de 2 ingénieurs, d'un consultant privé et d'un haut fonctionnaire du ministère de la Transition alimentaire. Ce n'était plus seulement une faute municipale. C'était un secret d'État local, soigneusement camouflé sous le vernis de l'écologie et de l'économie. L'un des noms retint particulièrement l'attention. Dr Hervé Lemaire, ancien chimiste d'Alimentex, devenu expert indépendant pour le gouvernement. Un scientifique reconnu, consultant pour plusieurs collectivités territoriales, habitué des plateaux télé sur les questions d'alimentation durable. C'est lui qui avait validé les calculs de stabilité chimique du protocole A43B, garantissant qu'aucun risque toxique ne subsistait après traitement thermique. Pourtant, les analyses du drame prouvaient l'inverse. Comment avait-il pu se tromper à ce point? Ou, pire, comment avait-il pu l'ignorer? Valette obtint son audition après plusieurs semaines de démarches. Le maire arriva au commissariat en costume sombre, calme, presque souriant. Ses réponses étaient précises, rationnelles, trop bien préparées. Vous confirmez avoir été consulté pour le protocole A43B? Oui, à titre scientifique uniquement. J'ai fourni des recommandations. Rien de plus. Saviez-vous que le pesticide concerné provenait des stocks d'Alimentex? Impossible. Ces produits ont été détruits en 2019. Pourtant, on a retrouvé des bidons intacts sur un de vos anciens sites d'essai. Ce n'est pas mon ressort. Vous devriez poser la question à la mairie. L'entretien dura 2 heures. À la fin, le commandant Valette sentit cette sensation familière d'impuissance. Celle d'un homme qui ment avec élégance, protégé par le vernis de la respectabilité. Le maire savait quelque chose, mais il ne dirait rien. Quelques jours plus tard, un courriel anonyme arriva sur la boîte sécurisée de la brigade. Objet. Vous cherchez au mauvais endroit. Pièce jointe. Une capture d'écran d'une base de données interne du ministère. On y voyait un tableau d'essais chimiques réalisé entre 2018 et 2023. Dernière ligne. A43B. Suspension non publiée. Cause. Incident grave non communiqué au public. Sous la colonne responsable technique, un nom H. Le maire. Cette fois, le doute n'était plus permis. Valette présenta le document au juge d'instruction. Mais à sa grande surprise, celui-ci resta réservé. Nous devons vérifier la provenance avant de le verser au dossier. Ce type d'information, sans source officielle, ne peut être exploité. Une phrase qui sonnait comme une mise en garde. Le lendemain, un appel anonyme parvint au bureau de la brigade. Dites à votre commandant qu'il est en train de jouer avec sa carrière. Le ton était neutre, presque administratif, mais le message, lui, était limpide. Malgré la pression, Valette poursuivit ses vérifications. Il découvrit que le maire avait été en contact régulier avec Marc Delaunay dans les mois précédant le drame. Des échanges d'emails prouvaient qu'ils avaient évoqué ensemble l'activation d'un signal d'alerte et la mise en lumière de pratiques dangereuses. Tout indiquait que Delaunay avait voulu dénoncer le maire et que celui-ci avait tenté de le dissuader. Leur dernière correspondance, datée du 10 mars, 4 jours avant la tragédie, se terminait par ces mots. « Si tu fais ça, tu vas tout faire exploser. » Et pas seulement pour eux. Personne ne saura jamais ce qu'il voulait dire exactement. Mais pour Valette, tout devenait clair. Marc Delaunay n'avait pas agi seul. Il avait été poussé, manipulé, peut-être sacrifié. Le juge autorisa une perquisition au domicile de Lemaire. Dans son bureau, les enquêteurs trouvèrent un coffre verrouillé. À l'intérieur, des rapports d'essai, des courriers ministériels et surtout, un disque externe chiffré. Une fois décrypté, il révéla une série de vidéos de réunions confidentielles. On y voyait des responsables municipaux, des ingénieurs et le maire lui-même, discutant de la valorisation des surplus alimentaires et de la nécessité de minimiser la communication publique sur les essais en cours. Une phrase du scientifique fit froid dans le dos. Le risque zéro n'existe pas, mais tant qu'il ne tue pas, il reste acceptable. Personne dans la salle ne contredit ces mots. Le soir même, Valette rentra chez lui,
et resta longtemps assis dans le noir. Le dossier ne parlait plus de simple empoisonnement. C'était une mécanique institutionnelle, huilée par le cynisme, où la mort de 6 enfants devenait un effet collatéral d'un projet expérimental. Et lui, policier, se retrouvait seul face à une vérité que personne ne voulait entendre. Quelques semaines plus tard, l'affaire prit un nouveau virage public. Une fuite orchestrée, personne ne sut jamais par qui, fit apparaître dans la presse une partie du rapport Nutriclean. Les titres explosèrent, des enfants cobayes, l'État savait. Un programme secret d'alimentation retraité, l'ombre d'un scientifique derrière le drame. La population réagit avec fureur. Des manifestations éclatèrent à Lyon, puis à Paris. Des parents brandissaient les portraits des enfants. La colère, cette fois, dépassait les frontières de la ville. Ce n'était plus seulement une affaire lyonnaise, c'était un scandale national. Hervé Lemaire donna une conférence de presse improvisée. Sous les flashs, il tenta de défendre sa version. Les documents ont été sortis de leur contexte. Je n'ai jamais validé l'utilisation de substances dangereuses. Ce programme visait à nourrir durablement, pas à empoisonner. Mais son assurance se fissura lorsqu'un journaliste brandit une capture d'écran de sa propre signature sur un document classé confidentiel. Ses mains tremblèrent. Il quitta la salle sans un mot. Au même moment, un fait inattendu bouleversa de nouveau la chronologie. Sur une aire désaffectée à proximité de la Saône, un promeneur trouva une veste bleue accrochée à une branche. Dans la poche, une carte d'identité au nom de Marc Delaunay. L'ADN confirma son appartenance. Mais aucune trace du corps. Les analyses de fibres révélèrent qu'elle n'avait pas séjourné longtemps dehors. Quelqu'un l'avait placée là, récemment, comme un message ou un avertissement. Pour Valette, c'en était trop. Il demanda à reprendre officiellement la direction de la cellule Delaunay, considérant la disparition comme un homicide potentiel. Mais la hiérarchie refusa. Le parquet craignait une dérive d'enquête parallèle susceptible d'interférer avec la procédure principale. Alors, il continua seul, officieusement. Les nuits devinrent plus longues, les frontières plus floues. Il savait que derrière tout cela, il y avait une main encore invisible, celle qui liait Lemaire, Delaunay et la mairie. Une nuit, alors qu'il relisait les notes du carnet retrouvé chez Delaunay, un détail le frappa. À la dernière page, un mot unique encerclé au crayon, N43BS. Un ajout jamais remarqué jusque-là. Le S final n'apparaissait dans aucun autre document. Il chargea le code dans la base de données de la police. Une correspondance apparut. Site S, laboratoire satellite de Nutriclean, secteur Sud-Lyon. Un entrepôt discret, officiellement abandonné depuis des années. Le lendemain, il s'y rendit avec 2 collègues. Le lieu semblait désert. Des herbes folles, des vitres cassées, un portail cadenassé. Mais à l'intérieur, sous la poussière, un laboratoire intact. Hôte, bidon, ordinateur encore branché. Sur un tableau blanc, les mêmes symboles que dans les dossiers. A43B, suivi de notes manuscrites. Au centre, une photo scotchée, celle d'une classe d'école, des enfants souriants et une phrase au feutre rouge. Ils étaient censés être protégés. Valette sentit un frisson parcourir son dos. Ce lieu n'avait rien d'un simple dépôt. C'était un espace d'essai, un laboratoire clandestin lié au programme Nutriclean, et tout indiquait qu'il avait été fréquenté encore récemment. Les ordinateurs furent saisis. Parmi les fichiers, un relevé de correspondance interne montrait que Lemaire avait validé plusieurs livraisons hors registre vers des établissements scolaires du Rhône. Les dates coïncidaient avec celles des premiers incidents. Il ne s'agissait plus d'un accident, ni même d'un seul homme égaré. C'était un système organisé de dissimulation, où chaque erreur était maquillée, chaque mort absorbée par les rapports. Lorsque Valette transmit ses conclusions, on lui demanda de modérer le ton. Le parquet parla de dépassement de cadre, mais il savait qu'il tenait enfin la vérité. Une vérité sale, dérangeante, impossible à prononcer publiquement sans faire vaciller toute une institution. Les familles, quand elles apprirent officieusement l'existence du site secret, furent dévastées. Élodie Marchal éclata en sanglots devant les caméras. On nous a pris nos enfants 2 fois. Une fois avec le poison, une fois avec le mensonge. Sa phrase fit le tour du pays. Les autorités furent contraintes d'ouvrir une enquête nationale. Mais Valette n'était plus autorisé à y participer. Son supérieur l'avait suspendu temporairement pour épuisement professionnel. Une manière polie de l'écarter. Le soir même, il reçut un message anonyme sur son téléphone. « Tu as vu ce que tu devais voir. Laisse-les dormir maintenant. » Une menace ou un conseil. Il ne sut jamais. Mais il comprit qu'il venait de franchir une frontière invisible, celle qui sépare le mensonge d'État de la vérité étouffée,
Le procès s'ouvrit d'un matin d'hiver, sous une pluie fine qui semblait vouloir laver la ville. Devant le tribunal de Lyon, des barrières métalliques avaient été installées dès l'aube. Des caméras s'alignaient, prêtes à capter chaque regard, chaque larme, chaque silence. Les familles des enfants, serrées les unes contre les autres, attendaient en silence, drapées de cette dignité douloureuse qu'on leur connaissait désormais. Sur leur pancarte, un même mot revenait, tracé à la main. Vérité. À l'intérieur, la salle d'audience débordait. Policiers, journalistes, juristes, anonymes, tous venus assister à ce que la presse appelait déjà le procès de la conscience publique. Sur le banc des accusés, 4 personnes, 2 cadres municipaux, un ingénieur sanitaire et le docteur Hervé Lemaire. Leur attitude contrastait. Les uns, raides, regard fuyant. L'autre, le scientifique, impassible, presque détaché, comme s'il n'était pas vraiment là. Le président du tribunal ouvrit la séance d'une voix grave. « Nous ne jugeons pas ici un simple dysfonctionnement administratif. Nous jugeons les conséquences d'un mensonge collectif. » La phrase fit frémir la salle. Dès les premiers instants, le ton était donné. Les familles s'étaient installées au premier rang. Élodie Marchal tenait la main de son fils Nolan, encore fragile mais debout, visage pâle. Autour d'eux, le silence pesait. Chaque mot allait compter. Chaque phrase serait gravée. Le procureur prit la parole le premier. Son réquisitoire, sobre mais implacable, retraça le fil du drame. La contamination, les falsifications, les alertes ignorées, la dissimulation du protocole A43B. Puis, il pointa du doigt les accusés. Chacun ici savait, peut-être pas tout, mais assez pour empêcher que 6 enfants ne s'effondrent sur le sol d'une cantine. Et pourtant, personne n'a rien dit. Parce qu'il fallait que le projet avance. Parce qu'un échec coûte plus cher qu'une vie. Dans le silence, ces mots résonnèrent comme une gifle. La défense tenta de redéfinir les responsabilités. Les avocats plaidèrent la complexité, la dilution des chaînes de décision, la bonne foi technique. « Mes clients ne sont pas des criminels, ce sont des rouages d'un système qui les a dépassés », déclara Maître Drouin, l'avocat de la mairie. Mais face à eux, le poids moral du dossier écrasait toute rhétorique. Ce n'était pas seulement un procès de droit, c'était un procès de conscience. Quand vint le tour d'Hervé Lemaire, la salle entière se tendit. Il s'avança lentement, posa ses mains sur la barre, le regard fixé droit devant lui. « Docteur Lemaire, vous avez validé le protocole A43B malgré les risques connus. Pourquoi ? Les risques étaient théoriques. Aucun test n'avait démontré leur dangerosité. Pourtant, un rapport interne de votre main évoque la possibilité d'une réaction chimique à haute température. Oui, mais cette note a été interprétée sans contexte. Interprétée, 6 enfants ont failli mourir. C'est une interprétation, ça ? Un murmure parcourut la salle. Le maire se raidit, puis lâcha, d'une voix basse. « Vous croyez que je voulais ça ? Vous croyez que je savais ? J'ai essayé d'arrêter ce projet, mais personne ne m'a écouté. Parce que derrière moi, il y avait des contrats, des élus, des partenaires européens. On m'a dit de signer, alors j'ai signé. » Il s'interrompit, les yeux embués. « Et depuis, je vis avec ça chaque jour. » Ces mots oscillèrent entre confession et justification. Personne ne sut s'il parlait par remords ou par instinct de survie. Le moment le plus attendu vint quelques heures plus tard. La lecture des extraits du carnet de Marc Delaunay le disparut. Le président en lut des passages, d'une voix lente, presque solennelle. « Je ne voulais pas qu'il meure. Je voulais juste qu'ils voient. Ils ont pris ma vie, mon travail, mon nom. Je leur rends leur poison. » Dans la salle, certains pleuraient, d'autres détournaient les yeux. Le nom de Delaunay planait comme une ombre, une conscience invisible jugeant tous les autres. Il n'était ni coupable ni innocent, il était le miroir d'une faute partagée. Le commandant Valette fut cité à la barre comme témoin principal. Son visage portait la fatigue des mois passés, mais sa voix, grave, demeurait posée. « Ce que j'ai vu, ce n'est pas un crime isolé. C'est une somme de silence. Chaque institution a préféré ne rien dire plutôt que d'avoir tort. Et à la fin, ce silence a tué. » Le président hocha la tête, pensif. Même les avocats de la défense baissèrent un instant les yeux. La salle se leva à l'annonce du visionnage des vidéos saisies chez Lemaire. Sur les images, les réunions du consortium Nutriclean défilènent. Des phrases anodines, techniques, puis une voix distincte, celle du scientifique. Si le produit est chauffé au-dessus de 85 degrés, les résidus disparaissent. À 70 degrés, il reste une trace, mais indétectable. Une autre voix, féminine, demande « Et si jamais un lot échappe au contrôle ? Alors il faudra communiquer vite et bien. » Un rire nerveux conclut la séquence. Dans la salle, personne ne rit. Au fil des jours, le procès prit des allures de catharsis nationale. Les journaux parlaient d'un drame français, symbole de la dérive technocratique. Les débats dépassaient le simple fait divers.
On y voyait le reflet d'une époque où la transparence se heurte à la peur du scandale, où la science se courbe sous les impératifs économiques. Et dans ce tumulte, la voix des familles restait la plus juste. Le dernier jour, Élodie Marchal fut autorisée à s'exprimer. Sa déclaration, brève, bouleversa la salle. « Mon fils vit, mais il ne dort plus sans lumière. Quand je le regarde, je ne vois pas la victime d'un accident. Je vois l'enfant d'un système qui a oublié d'avoir un cœur. Ce que je veux aujourd'hui, ce n'est pas un coupable, c'est qu'on se souvienne, qu'on n'oublie jamais leur prénom. » Puis, se tournant vers les accusés, « Vous dormirez peut-être encore. Moi, jamais. » La salle entière se leva pour applaudir, malgré les consignes de silence. Le verdict fut rendu le 22 février, dans un calme glacé. Les 2 cadres municipaux furent condamnés à 3 ans de prison avec sursis pour négligence aggravée. L'ingénieur sanitaire écopa de 2 ans fermes. Quant à Hervé Lemaire, il fut reconnu coupable de mise en danger délibérée de la vie d'autrui et condamné à 5 ans de prison, dont 3 fermes. À l'annonce de la peine, un murmure parcourut la salle. Certains pleuraient de soulagement, d'autres de colère. C'était une victoire incomplète, une justice imparfaite, mais une justice tout de même. Lemaire, menotté, quitta la salle sans un mot. Son regard croisa celui d'Élodie Marchal. Il tenta un signe, comme une excuse muette. Elle détourna les yeux. Dehors, la foule scandait. « Plus jamais ça, plus jamais ça !» Les médias relayaient les images du jugement dans tout le pays. Des débats éclataient dans les écoles, les assemblées, les ministères. Le mot « nutricléen » devint synonyme de scandale. Des commissions parlementaires furent annoncées, des audits lancés. Mais pour les familles, ces promesses arrivaient trop tard. Le soir du verdict, la cour de l'école Jean Massé fut de nouveau éclairée. Une veillée silencieuse y rassembla plusieurs centaines de personnes. Des bougies, des dessins d'enfants, des photos. Sur le mur, les prénoms des 6 élèves avaient été projetés en lettres blanches. Certains parents posèrent leurs mains sur les briques, comme pour sentir battre la mémoire du lieu. Valette était là, à l'écart. Personne ne lui parla, mais il n'en avait pas besoin. Il observait cette lumière fragile, vacillante, et se dit que c'était peut-être la seule justice possible, la mémoire partagée. Plus tard dans la nuit, il rentra seul. En ouvrant sa boîte aux lettres, il trouva une enveloppe sans timbre. À l'intérieur, une photo, celle du hangar de Fezin, prise récemment. Sur un mur, écrit à la bombe noire, un nouveau message. « A43B n'est qu'un nom, le reste continue. » En bas de l'image, une signature. MCD. Valette sentit un frisson lui parcourir l'échine. Marc Delaunay, mort, disparu ou toujours vivant? Il n'en savait rien, mais quelque part, cette image disait l'essentiel. Rien n'était vraiment fini. 1 an a passé. Les façades de Lyon ont repris leur couleur tranquille, le tram passe toujours devant la place Jean Massé, les enfants jouent à nouveau dans la cour repeinte. Mais sous cette apparente normalité, quelque chose a changé. Un éclat s'est éteint, une confiance s'est fissurée. Dans les regards, parfois, on devine encore la trace d'un mot qu'on ne prononce plus. Empoisonnement. La plaque commémorative fixée au mur de l'école est devenue un point de passage discret. Chaque matin, quelques parents s'y arrêtent quelques secondes, le temps d'une pensée. Les fleurs se renouvellent d'elles-mêmes, sans organisation, comme si la mémoire s'était enracinée là, au cœur de la pierre. Les enfants, eux, ne comprennent pas toujours. Ils demandent pourquoi cette plaque existe, et les adultes répondent par des phrases simples. Parce qu'un jour, ici, on a appris que même les grandes personnes peuvent se tromper. Le procès a refermé une partie des plaies, mais pas toutes. Pour certains, la justice a été trop clémente. Pour d'autres, elle a simplement reconnu l'essentiel, qu'il n'y a pas de pardon possible sans vérité. Les condamnés ont commencé à purger leur peine. Hervé Lemaire, enfermé dans un établissement pénitentiaire discret, a demandé à travailler à l'infirmerie. Selon les gardiens, il parle peu. Dans sa cellule, on a retrouvé un carnet où il notait des formules chimiques, mêlées à des phrases presque mystiques. Ce qu'on croit purifié finit toujours par se transformer en poison. Ses avocats affirment qu'il a écrit une lettre aux familles. Mais aucune d'entre elles ne l'a jamais reçue. Du côté des parents, la vie a repris un rythme étrange, entre deuil suspendu et volonté de reconstruction. Élodie Marchal, la mère de Nolan, continue de diriger le collectif Les Voix de Jean Massé. Elle rencontre des responsables d'école, des élus, des ministres. Elle raconte, explique, alerte. Sa voix, calme, traverse les plateaux télé avec une force tranquille. Le drame de Jean Massé n'a pas seulement tué 6 enfants. Il a tué une confiance. On a cru que la sécurité publique allait de soi. Maintenant, on sait que rien ne va de soi. Ces mots sont devenus une référence dans les débats sur la transparence administrative. Nolan, lui,
À 11 ans maintenant, il a repris l'école, doucement, dans un autre établissement. Son corps garde quelques séquelles légères, mais sa peur du silence, elle, ne s'efface pas. La nuit, il laisse encore la lumière allumée. Sa mère dit qu'il dessine souvent des paysages sans visage, des arbres, des maisons, des fenêtres ouvertes sur rien. Un thérapeute l'aide à apprivoiser les images qu'il garde, sans les forcer à disparaître. Parce qu'au fond, on ne guérit jamais tout à fait de ce qu'on a vu. L'école Jean Massé a été rénovée. Les cuisines ont été entièrement refaites, la chaîne d'approvisionnement changée, les procédures renforcées. Les enseignants ont suivi des formations sur la gestion de crise, les agents municipaux aussi. Le maire actuel parle d'un tournant de conscience. Mais derrière les mots, les blessures demeurent. Certains employés ont quitté leur poste, incapables de revenir sur les lieux. D'autres, au contraire, ont choisi de rester, comme un acte de résistance silencieuse. Le commandant Valette a quitté la brigade quelques mois après la fin du procès. Il n'a pas demandé sa retraite, juste un poste administratif, loin des enquêtes. Dans son bureau, il garde encore une photo de la cour de l'école, prise le soir de la veillée. La lumière des bougies s'y reflète comme un feu apaisé. Il n'a jamais rouvert le dossier officiellement, mais on raconte qu'il conserve une copie intégrale de l'enquête dans une boîte métallique, chez lui, sous son lit. Un soir, il aurait confié à un collègue. « Ce n'est pas le poison qui m'a marqué. C'est la certitude que tout recommencera, un jour, ailleurs, sous un autre nom. » L'affaire Jean Massé a profondément transformé le pays. 1 an après le verdict, une loi fut adoptée, la loi Delaunay-Marchal, renforçant la transparence dans les protocoles alimentaires et la responsabilité pénale des décideurs publics. Pour la première fois, un texte portait le nom d'une victime et d'un coupable. Un paradoxe voulu, assumé. Parce que dans cette affaire, l'innocence et la faute s'étaient mêlées au point de devenir indissociables. Dans les écoles, la circulaire qui en découla imposa une règle simple. Chaque produit testé doit être identifiable, chaque étape vérifiée, chaque anomalie signalée immédiatement. Mais les parents, eux, savent que les textes ne suffisent pas à conjurer la peur. La presse, lassée du scandale, s'est peu à peu détournée du sujet. Les plateaux se sont vidés, les micros se sont tus. Ce silence nouveau a d'abord paru étrange, presque coupable. Puis il a pris une autre forme, celle d'un apaisement fragile. Les Lyonnais parlent encore parfois du drame de la cantine, mais avec des mots mesurés, comme pour ne pas rouvrir la plaie. Le nom Jean Massé est devenu une métaphore. Une manière de désigner tout ce qui arrive quand l'indifférence devient une politique. Et pourtant, certains soirs, de nouveaux frissons parcourent la mémoire collective. Un article publié discrètement dans un hebdomadaire d'investigation évoqua la découverte, dans le sud de la France, de plusieurs caisses portant la mention A43B. Des stocks oubliés, retrouvés dans un ancien hangar agricole. Les autorités minimisèrent de l'affaire, probablement des contrefaçons. Mais dans les couloirs de la police, le nom de Marc Delaunay refit surface. Aucune preuve de sa mort, aucun certificat, aucune trace ADN formelle. Rien, sinon ces 3 lettres tracées à la bombe sur un mur, MSD, comme une signature obstinée, réapparue là où on ne l'attendait plus. Certains disent qu'il serait vivant, réfugié à l'étranger. D'autres pensent qu'il n'a jamais quitté le Rhône, qu'il observe, quelque part, le monde qu'il a tenté d'alerter. Qu'il regarde grandir les enfants qu'il n'a pas voulu blesser, mais qu'il a condamnés, malgré lui. Peut-être écrit-il encore, sur des carnets qu'on ne lira jamais. Peut-être cherche-t-il à réparer d'une autre façon. Ou peut-être s'est-il simplement dissous dans le fleuve, comme un aveu impossible à prononcer. Le soir du premier anniversaire, une cérémonie fut organisée dans la cour. Les enfants déposèrent des bougies en cercle, leurs visages éclairés par la flamme tremblante. La maîtresse de CM2 lut quelques lignes écrites par la classe. « On ne veut pas avoir peur de manger. On veut juste que les grands fassent attention. » Des mots simples, sans colère, mais d'une vérité désarmante. Élodie Marchal écoutait, les yeux humides, serrant la main de son fils. Autour d'eux, le silence s'installa, dense, profond. Un silence qui n'était plus celui du déni, mais celui du souvenir. Ce soir-là, la ville semblait retenir son souffle. Les cloches de l'église voisine sonnèrent doucement, comme un rappel au temps. Valette, posté à distance, regardait la scène sans intervenir. Un instant, il crut voir, au bout de la rue, une silhouette immobile, manteau long, capuche relevée, une forme indistincte, immobile sous la pluie. Quand il cligna des yeux, elle avait disparu. Peut-être une illusion, ou peut-être un fantôme, celui de la culpabilité,
de la mémoire, ou de Marc Delaunay lui-même. Dans le fond, peu importait. Ce qui comptait, c'était ce qui restait, le souvenir des voix, des rires d'enfants, et cette certitude fragile que la vérité, même tardive, avait fini par éclater. Les mois suivants, le ministère annonça la création d'un observatoire national de la sécurité alimentaire publique. Un nom froid, administratif. Mais derrière ces mots, on devinait une promesse, celle de ne plus jamais laisser un silence en devenir un poison. Et dans les écoles, chaque 14 mars, une minute de silence est désormais observée. Pas en hommage à une tragédie, mais en rappel d'une vigilance, celle de ne jamais croire qu'un danger s'arrête quand la vérité dérange. La caméra s'attarde une dernière fois sur la cour de l'école. Les enfants jouent, leurs cris se mêlent au vent. Le soleil filtre entre les branches, et pendant un instant, la vie semble redevenir simple. Sur le mur, la plaque brille sous la lumière, et juste en dessous, une main anonyme a gravé au canif, pour que plus jamais le silence ne tue. Les lettres sont maladroites, mais sincères. Personne ne sait qui les a tracées. Peut-être un parent, peut-être un enfant devenu grand, ou peut-être quelqu'un qui n'a jamais cessé de regarder de loin, dans l'ombre.